Quel bilan de l'action publique du président Macky Sall et de son gouvernement en Casamance? Les participants de la rencontre de haut niveau organisée par l'association SOS Casamance samedi 27 octobre à Paris ont tenté de répondre à cette question. De nombreux citoyens, acteurs de la société civile, membres du MFDC, chercheurs, représentants de l'État du Sénégal étaient présents tout au long de cette journée. Parmi eux, on peut citer M. Papa Abdou Cissé, ministre conseiller à la présidence de la République, M. César Coly, ambassadeur à la présidence de la République, ou encore M. Mamadou Dem, membre du Haut Conseil des collectivités territoriales. Pour le président de SOS Casamance, M. Amadou Silla, cette rencontre a plusieurs objectifs. L'objectif de cette rencontre, je l'avais dit tantôt, c'est-à-dire de faire un bilan de l'évaluation de l'action publique du président Macky Sall. Donc on part sur une base qui a été lancée en 2011, qui s'appelle le Pacte citoyen. Alors dans ce Pacte citoyen, on a interpellé les autorités sénégalaises, notamment les candidats à l'élection présidentielle, pour leur demander de s'exprimer clairement sur la résolution de la crise casamançaise. Alors ce qu'ils ont fait, il se trouve que c'est Macky Sall qui a été élu président de la République, et pour nous il a fait 7 ans. Donc au terme de ces 7 ans, il est important pour nous de faire un bilan d'étape. Donc voir ce que le président Macky Sall a fait et quels sont les points positifs, les acquis et quels sont effectivement les points à améliorer. Donc c'est un peu ça l'objet de la rencontre. Donc du coup, ce qu'on veut, c'est que les gens réfléchissent en bonne intelligence, essayent en tout cas de diagnostiquer les points forts et éventuellement de voir un peu les points en tout cas qui peuvent s'offrir en perspective dans la dynamique effectivement de consolider ces acquis-là, de renforcer ces acquis-là pour en tout cas l'objectif final est d'arriver vraiment à une paix définitive en Casamance. L'objectif, c'est d'arriver effectivement à réconcilier les Sénégalais. L'objectif, c'est que la Casamance effectivement s'intègre dans l'espace national sénégalais. Bon, c'est une bataille, c'est pas facile. On sait qu'en un mandat, c'est pas possible. On sait qu'en 2 mandats, c'est pas possible. C'est une bataille dans la durée et qui mérite l'engagement de tous les acteurs. Et donc, de ce point de vue, je crois qu'il y a du travail à faire. Mais là, ce que nous sommes en train de faire, ce n'est qu'une étape. Bien évidemment, on va continuer. Au terme de cette réflexion, quelles sont les perspectives que nous pouvons dégager, quel plaidoyer on peut lancer pour qu'effectivement ça soit pris en compte dans les étapes à venir pour ce qui concerne la résolution de la crise casamançaise. Voilà. Il y aura des conclusions de ces travaux qui vont être présentées quelque part? Oui, absolument. On va les partager parce que je pense qu'il faut remercier en tout cas l'écoute du président de la République déjà. Parce qu'on l'a informé de l'initiative, il a pris quand même cette initiative de nous envoyer en même temps une délégation. En l'occurrence, l'ambassadeur César Coly et l'ambassadeur Abdou Cissé, donc qui sont avec nous depuis ce matin. Moi, je trouve que déjà, c'est quand même une attention particulière. Donc, partant de là, je crois que le message peut effectivement repartir. C'est que, en tout cas, les conclusions que nous allons arrêter, le plaidoyer que nous allons faire, effectivement, lui sera transmis pour qu'il puisse, en tout cas, à son tour aussi, tenir compte de ce que nous représentons en tant qu'acteurs pour que cette préoccupation-là soit intégrée, effectivement, dans sa vision, dans sa démarche, en tout cas pour ce qui concerne les perspectives de résolution de la crise casamançaise. Un dossier compliqué pour plusieurs raisons, selon Raymond Semedo, chercheur en sciences sociales. Je suis monsieur Raymond Semedo, je suis chercheur en sciences sociales, anthropologie, sciences d'éducation et communication. Et je fais aussi des travaux en économie et en histoire. Sur le dossier de la Casamance, il faudrait toujours mettre les choses à l'envers avant de les mettre à l'endroit. Le chercheur n'a pas de camp. Le chercheur n'a pas de camp. Le seul camp du chercheur, c'est la connaissance. Tous les travaux précédents sur la Casamance sont aujourd'hui des travaux qui sont importants à citer. Et l'attitude des chercheurs, c'est d'aller chercher tous les travaux qui se passent dans la sous-région, ce qui a été fait à Gabou, en Guinée-Bissau, en Gambie et au Sénégal. Et de ne pas oublier aussi les travaux justement historiques, les travaux de terrain
et les travaux aussi méthodologiques, même anthropologiques sur les questions justement qui sont attachées à la Casamance ou qui sont rattachées à la Casamance. Pourquoi le dossier est compliqué? C'est que les intermédiaires sont là. Ces intermédiaires sont alimentés par un État qui base sa recherche de paix sur la corruption. Des mallettes rentrent en Casamance et restent entre les mains de personnes. Certaines personnes n'ont jamais donné l'argent justement aux gens qui étaient dans la négociation, ceux qui voulaient la paix. Et on sait que justement ces moyens, quand ils sont détournés, qui n'arrivent pas aux populations, ça alimente encore la révolte. Aujourd'hui, la révolte en Casamance, c'est le manque de moyens. Quels qu'en soient les plans qu'ils nous annoncent, si l'argent n'arrive pas aux populations, à la création de richesses dans ce pays, qui doit profiter justement aux Casacés, nous aurons toujours des problèmes de déficit démocratique dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui, si justement on met autant d'argent sur Ila Touba, sur d'autres infrastructures pour le Ndigal, on devait faire quelque chose justement pour une région qui n'a pas de Ndigal. Mais là, le pont de Marsassoum. Oui, mais le pont de Marsassoum, c'est justement dans le besoin immédiat, ce n'est pas de développer la région. Qu'est-ce que les populations justement qui sont en souffrance vont faire avec ce pont-là? Le pont, ça va faire traverser non seulement les militaires plus rapidement pour rentrer en Casamance. Donc on veut maintenir la paix par l'ordre militaire. Or, le problème qui se passe, il faut dialoguer avec les populations, leur trouver des moyens de vie, les moyens de retourner à leur activité, de faire des activités qui leur rapportent de l'argent, qu'ils puissent être indépendants et non pas de dépendre justement de valises ou de caisses qui débarquent en Casamance. Le seul principe, c'est l'autonomie. C'est-à-dire si les hommes sont autonomes, les hommes créent des richesses, il y a une économie circulaire en Casamance, une économie qui ne dépend de personne, où les femmes et les hommes de Casamance produisent des richesses, qu'il y a des présences bancaires en Casamance, une industrie en Casamance, des écoles et des universités importantes en Casamance. Là, on aura réglé un pan du problème de la lutte armée. Mais la lutte armée, elle est quelque chose qui est dommageable pour toutes les populations. Parce que de toutes les manières, ceux qui meurent sont tous des Sénégalais. Et on doit refuser la mort d'un seul homme pour des besoins justement qui sont simplement d'ordre de calcul. Gouverner, ce n'est pas seulement mater, c'est prévoir, c'est diriger, c'est mettre les moyens, les ressources qu'il faut pour les populations. Si les populations n'ont rien, elles vont finir par se révolter, mais pas seulement en Casamance, mais partout dans le pays. Je m'appelle Lansana Goudiaby. Je suis le représentant le secrétaire général du MFDC, section de France, et non pas le secrétaire général à l'aile extérieure. C'est moi qui m'ai créé ma propre structure ici en France en 1982, lorsque je suis arrivé en tant que réfugié sur la protection juridique de la Convention de Genève. Et personne, je ne parlais pas en ce moment parce que personne ne me connaissait. Maintenant que le monde entier me connaît, j'ai pu au moins essayer de faire en sorte pour mettre en garde à l'État sénégalais de faire en sorte que dans les prochains, après 1982 et 1999, sur les élections, après les élections présidentielles, nous tendons la main à partir de maintenant, vers bientôt les élections, nous tendons la main au gouvernement du Sénégal pour leur dire que le MFDC existe toujours. Nous sommes en train c'est pas avec le Sénégal d'ailleurs que nous devons faire la guerre, c'était avec la France. Parce que le Sénégal est un pays non indépendant comme la Casamance. Si nous devons parler du problème de la Casamance de 1445 à ce jour, ce n'est pas avec le Sénégal, c'est avec la France qu'on doit discuter de ce qui est le futur du peuple casamançais.
nous nous sommes trompés d'interlocuteurs en nous adressant directement au Sénégal. Mais aujourd'hui, avec le recul, avec notre expérience historique et géographique et frontalier, nous connaissons nos droits et nous devons maintenant revendiquer directement notre droit à la France et non pas au Sénégal. Tout ce qui se passe à l'intérieur du Sénégal, ça n'avait pas commencé en 82 sur une brutalité, c'était une revendication pacifique. Une revendication pacifique qui nous a entraînés à ce que depuis le temps colonial, lorsque le Sénégal était prêt à être un pays, à avoir son indépendance intermédiaire, la Casamance, Senghor a commencé d'abord avait fait celui qui était le leader du MFDC, Edouard Diatta, a été tué à Sanguinieri. Vous connaissez cette histoire. Si vous ne connaissez pas cette histoire, essayez de reprendre l'histoire de la France pour connaître comment le Sénégal, tous les Assane Seck là, c'est des gens, c'est les traites de la Casamance. Il y a trop de traites de la Casamance dont on donnait des noms sur d'universités, des noms d'autoroutes, des noms de ponts, qui ne servent à rien du tout, que c'est comme encore les fossoyeurs de la Casamance depuis longtemps. Aujourd'hui encore, depuis le temps de la relève du MFDC, tous les cadres casamancés et les fonctionnaires sont tombés dans le même panneau en nous disant que le MFDC a été créé en 1945, étant donné que dans l'histoire, c'est en 1945 que la Casamance a commencé son histoire. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous disons que avec notre unité au niveau de l'Europe et des Amériques, du Canada, nous faisons en sorte à ce que le Sénégal commence à se préparer, que ce n'est pas avec eux que nous avons à nous plaindre. Nous plaindrons, nous allons se plaindre directement à l'opinion internationale et au tribunal de La Haye pour pouvoir juger et pour comment les autorités, les anciens chefs d'État sénégalais et leur gouvernement sur les massacres dont ils ont fait et les fausses communes dont ils ont créé en Casamance. Voilà le problème qui se passe. Et si ils traînent encore plus de 5 ans, nous serons au niveau des tribunaux pour pouvoir au moins, avec la France, discuter de ce dossier. Voilà la solution. Voilà. Non, le Sénégal n'a rien à voir. Parce qu'elle ne peut pas être un pays et un acteur incontournable. Pourquoi? Les raisons, c'est parce que pour elle, il faut que ce dossier soit... Si vous voyez que le Sénégal ne veut pas à ce que ce dossier se parle international au niveau des tribunaux de La Haye, parce qu'on sait nettement que si nous sommes dans les tribunaux au niveau de La Haye, elle n'a aucun recours auprès de ce dossier historique, parce que la Casamance comme le Sénégal, la Casamance avait demandé en 1956 son rôle à prendre l'indépendance. En même temps, en 1958, avec Sékou Touré, Edouard Diatta avait posé ce dossier, cause pour laquelle il a été assassiné. Et ce qui est encore nouveau, le fait de mettre, depuis plus de 40 ans, son fils Edouard et Bruno Diatta,
dans une prison où on dit que c'est un représentant de l'État. On va voir dans l'avenir, on va vous dévoiler ce dossier pour vous dire que Bruno Diatta n'était pas un représentant de l'État. Mais celui qui est décédé depuis longtemps, c'est le fils Edouard Diatta. Je défie à quiconque de l'État, les intellectuels, là, comme moi je ne suis pas, à défier, à me prouver que Bruno Diatta était un prisonnier de guerre. Un fils d'un ennemi peut devenir un fonctionnaire de l'État. Vous voyez, avec toute cette mafia sénégalaise depuis 1900, depuis le temps colonial jusqu'à ce jour, doit cesser. Si maintenant, demain, c'est Sonko qui est élu, vu la transformation qu'il veut faire au Sénégal, peut-être qu'il y aura des arrangements. Mais ce n'est pas des arrangements bidons. Parce que nous avons des militaires. Ces militaires, demain, si nous on capitule, comment deviendront ces gens, les vieux et les jeunes? Que feront-ils? Ils doivent devenir des délinquants dans les villes et villages? Ah non, mais c'est parce que nous voulons que demain, il doit y avoir des négociations obligatoires, même si c'est avec eux, pour que demain, nous puissions avoir, nous puissions savoir si ces militaires-là peuvent être, les jeunes peuvent être recasés et les anciens peuvent être à la retraite. On ne peut pas sortir plus de 36 ans et quitter le maquis pour traîner dans les rues. Étant donné que c'est des services, ils ont fait leurs droits et ils ont des armes à la main. Pour reprendre ces armes, il faut qu'il y ait des négociations fiables et sincères. Sinon, ce n'est pas la peine. Seybani Sougou, donc citoyen sénégalais Bounek Paris, acteur de la société civile et donc très intéressé par tout ce qui concerne le Sénégal. Voilà, donc vraiment. Bon, évidemment, donc, moi je me réjouis de cette rencontre parce que qui permet au moins de clarifier les choses. Le débat sur la Casamance, comme vous l'avez dit, c'est un débat qui est très ancien, mais moi je pars du principe qu'effectivement la crise casamançaise telle qu'on l'a connue depuis les années 80 est derrière nous. Quand je dis elle est derrière nous, c'est-à-dire que pour moi, la question de l'indépendance de la Casamance n'a jamais été un véritable sujet. Dans la mesure où, après avoir travaillé, effectué des recherches, produit un mémoire sur la Casamance, et après avoir rencontré les acteurs, y compris des membres du mouvement séparatisme casamancé, la conclusion historique, juridique et territoriale qui a été donnée par un expert indépendant, en l'occurrence M. Jacques Charpy, nous permet de dire que la Casamance a toujours été une entité sénégalaise. Elle a toujours été sénégalaise. Donc pour moi, la question de l'indépendance de la Casamance, vraiment, c'est pas un sujet. Et donc l'intérêt de participer à ce débat, c'est d'apporter cet éclairage historique. Alors ce qu'on peut dire effectivement, c'est que dans les éléments que j'ai pu avoir, évidemment, on a par exemple la déclaration d'indépendance de 1982 que le MFDC a produit en 10 ans, les raisons pour lesquelles il demandait l'indépendance. Mais ça, c'était du point de vue du MFDC. Mais on a aussi d'autres éléments qui prouvent, on a par exemple les accords de Cacheux en 92, là où on a par exemple Marcel Bassène, qui est un des coordonnateurs de la paix en Casamance. On a la Guinée-Bissau qui est partie prenante. On a également les accords de 2004, où l'abbé Diamacoune lui-même renonce expressément à la lutte armée, où il dit aujourd'hui le problème de la Casamance, ce n'est plus un problème de lutte armée. Entre autres éléments, on peut dire effectivement, parmi les éléments dont j'ai pu avoir accès, il y a des éléments qui concernaient par exemple Aline Sitoé Diatta, sa trajectoire, sa lutte farouche contre l'administration coloniale. Donc on voit bien que la Casamance, même avant que le Sénégal ne soit indépendant, c'est vrai que
en tout cas en Basse-Casamance, surtout au niveau de la population Diola, il y a toujours eu une résistance très acharnée contre ce que j'appelle les autorités étatiques, que ce soit les autorités coloniales ou l'autorité même étatique sénégalaise à partir de 1900, pas à partir de 1960, mais à partir de 1982 plutôt. Alors ça, c'est peut-être à l'initiateur de cette rencontre d'en décider. Moi, en tout cas, en tant qu'acteur, en tant que Sénégalais, en tant que personne ayant effectué des recherches, ayant travaillé et produit un mémoire sur la Casamance, il me semblait important de venir aujourd'hui dire à nos compatriotes, y compris Casamancés, qu'ils sont des Sénégalais à part entière et que la nation sénégalaise est une et indivisible, qu'il y a des problèmes, qu'on doit relever les défis, mais ce n'est pas par une logique indépendantiste qu'on y arrivera. Pour clarifier en tout cas à nos compatriotes la question casamançaise, il y a un certain nombre de documents aujourd'hui qui sont disponibles. Vous avez par exemple un mémorandum qui a été fait en 1984, que je peux vous montrer, par la délégation des cadres casamancés, qui l'a fait en avril 1984. Et les conclusions de ce document-là sont imparables. Ils disent que nous n'avons jamais demandé, nous ne demandons pas l'indépendance de la Casamance. Donc la question de l'indépendance n'a jamais été posée. De la même manière, vous voyez par exemple que le rapport Jacques Charpy, il y a un document qui a été produit par le MFDC. Donc ce document-là, vous pouvez le voir, Casamance, pays du refus, qui a été fait en 1995. Ce document-là est un document qui essaie de démonter le rapport Jacques Charpy, puisque Jacques Charpy est quelqu'un qui a été désigné par l'État du Sénégal et le MFDC. C'est un expert indépendant qui, sur la base des archives coloniales, sur la base de tous les éléments, a pu prouver que la Casamance a fait partie intégrante du Sénégal. Donc aujourd'hui, nous avons tous les documents historiques qui prouvent que la Casamance, la question de l'indépendance de la Casamance n'a pas sa raison d'être. Donc la Casamance a été et demeure définitivement sénégalaise. Oui, j'ai fait une communication sur un texte que j'ai intitulé Macky Sall et le triangle de la paix en Casamance. J'ai pensé que depuis l'éclatement de ce conflit, on a privilégié le binôme État-MFDC pour tenter de trouver une solution. Malheureusement, ce binôme n'a pas réussi quand même à avoir les résultats escomptés. J'ai pensé aujourd'hui qu'il faut changer de paradigme, que l'État essaie de travailler davantage avec les populations casamancaises pour essayer quand même de marginaliser un tout petit peu les MFDC, marginaliser, un peu diaboliser. Le MFDC sera contraint quand même à négocier avec l'État et à trouver une solution à cette crise qui a tant endeuillé la Casamance ou du moins tout le Sénégal. C'est une initiative de SOS Casamance que nous saluons à sa juste valeur. J'espère quand même que les autorités vont essayer quand même de tirer quand même quelque chose, n'est-ce pas, de ces échanges, n'est-ce pas, qui ont eu lieu aujourd'hui. Il ne s'agit pas, n'est-ce pas, de les prendre à la lettre, non, pas du tout, mais d'essayer de voir quelles sont les solutions qui peuvent être appliquées sur le terrain pour essayer, toujours comme je dis, de sortir la région de ce conflit qui a tant duré. La paix définitive était donc au centre des débats et plusieurs pistes ont été proposées par les participants. Le sociologue et membre du Haut Conseil des collectivités territoriales du Sénégal, M. Mamadou Dème, est revenu dans une analyse profonde sur les causes du conflit et a esquissé quelques pistes de solutions. Dans les convictions politiques partisanes, il y a toujours du parti pris. Et que souvent, lorsqu'on est dans un parti pris, souvent on ne peut pas se dire la vérité en face. On essaie de gérer sa vérité à soi. Chez nous, les Peuls, on dit que 3 personnes ne peuvent pas dire la vérité. Celui qui aime ne peut pas dire la vérité, parce qu'il exprime ses sentiments. Celui qui déteste, ne peut pas dire la vérité, parce qu'il exprime ses sentiments. Celui qui est en attente de recevoir quelque chose, ne peut pas dire la vérité, parce qu'il croit que s'il dit la vérité, il ne va plus recevoir ce qu'il attend. Donc chacun dira la vérité en fonction de ce qu'il est, de ce qu'il veut.
Donc je vais essayer de sortir de cette logique-là en essayant de me situer en tant que citoyen sénégalais qui vit, comme mes frères et sœurs de la Casamance, dans une région périphérique, qui est la région du Nord, du Fouta, qui a connu les mêmes problématiques d'isolement, d'enclavement que la Casamance, y compris celle de la région du Sénégal oriental, qui est aussi une autre région enclavée. Même si ces trois régions, historiquement et jusqu'à aujourd'hui, configurent le potentiel d'avenir du Sénégal en termes d'organisation du développement. Un des leaders charismatiques du Sénégal avait vu cette opportunité que représentait la Casamance et le Fouta en 1959. C'était le président Mamadou Dia. Le président Mamadou Dia, quand il a accédé au pouvoir comme président du Conseil, il a créé deux structures stratégiques. L'une à Ourossogui, dans le département de Matam, l'autre à Kolda, en Casamance. Il a créé ce qu'on appelle les centres d'animation ruraux. Ces centres d'animation ruraux étaient de vulgariser des initiatives de conscientisation auprès du monde rural, de telle sorte que ce monde rural prenne en main ses destins, et qu'à partir de cette autoprise en charge des destins, qu'on arrive à construire des logiques de développement endogène co-construits avec ces paysans. Pour que, à la place de la dictature ouvrière, parce qu'on n'avait pas d'industrie, on fasse l'objet d'une problématique de dictature paysanne, où c'est le paysan qui sera au centre de gravité des problématiques de développement local au sein du Sénégal. Il a créé pour ce sens des structures comme les centres d'animation ruraux et les centres d'expansion rurale polyvalents, qui permettaient à la fois de créer une mixité entre des savoir-faire paysans locaux et des nouvelles technologies, de telle sorte qu'à travers cette mixité-là, on arrive à construire d'autres nouveaux métiers, d'autres connaissances, d'autres savoir-faire qui permettraient effectivement à la jeunesse sénégalaise d'être formée pour mettre en jonction cette Sénégalaise-là dans la culture locale et dans les savoir-faire extérieurs qui pourraient contribuer au développement du pays. Ça a marché jusqu'en 1962. Mamadou Dia a été éliminé. Et à partir de 1962, l'idée de mettre en place une problématique rurale de développement qui partait à partir de la loi du domaine national, dont les travaux ont commencé dans les années 61 et qui a été adoptée qu'en 1964, a été un peu déviée de sa fonction dite de politique d'animation rurale, telle qu'elle avait été conçue par Mamadou Dia à travers la circulaire 32. Et Senghor, faisant abstraction de cette politique de Mamadou Dia, a institutionnalisé ce qu'on appelle la régionalisation des programmes de développement. L'une des sources du conflit en Casamance est née là. Et aucun n'en parle. Senghor a créé la régionalisation des programmes de développement en créant pour chaque région un objectif de développement agricole qui n'était pas un objectif de développement agricole de subsistance, mais une agriculture extérieure qui était destinée à l'exportation, de telle sorte que le Sénégal est des devises. Et pour cela, Senghor a créé des sociétés d'État. Pour la région du fleuve Sénégal, la SAED. Pour la région du centre, la SODEVA. Pour la région de la Casamance, la SOBIVAC. Et pour la région du Sénégal oriental, la SODEFITEX. De toutes ces régions, la SOBIVAC a catapulté, la SODEVA a catapulté. Il ne reste que la SODEFITEX et la SAED avec des supports de portage particulièrement lourds en termes de financement, parce que ces sociétés d'État n'ont pas pu... Et l'ONCAD a échoué dans le cadre de la vulgarisation du programme agricole, notamment au niveau des coopératives. Et c'est la pratique de Senghor, dans cette régionalisation des programmes de développement, qui a suscité ce qu'on appelle les colonisations rurales des régions les unes vers les autres. On a pris des gens au sein de la case du centre du Sénégal. On a pris des gens au sein du Nord, on les a envoyés en Casamance dans une dynamique de colonisation rurale de l'espace casamancé. Ces gens-là, ils ne connaissaient rien des réalités culturelles et identitaires de la Casamance. Et cela a été fait au détriment des populations locales. Les Diola, les Mandingues qui étaient là, dont la personnalité et l'identité étaient particulièrement liées à la forêt casamançaise. Les paysans tout couleurs qui venaient du Fouta, eux, ils ne savaient que brûler les forêts pour faire leur culture. Ceux de la région du centre, pareil, parce que regardez les forêts qui ont disparu dans la région centre et au niveau du Fouta. Et les Casacés, non seulement ils n'ont pas été mis au centre de gravité de ces problématiques de régionalisation du développement, ils ont vu leur identité
disparaître avec la suppression progressive et programmée des forêts, pour le compte de programmes agricoles qui ne prenaient pas en compte les réalités sociales et culturelles locales. L'une des grosses sources du conflit en Casamance était là. Les premières réactions des populations Casamance étaient là, et curieusement, dans la gestion du conflit, personne ne parle de ça. Personne ne parle de ça. Or, la résolution de ça peut être un élément de solution. Comment la terre casamançaise pourrait être remise au centre de gravité du développement régional, mais gérée par les gens de la Casamance. Même si ceux-ci peuvent, à un moment donné, trouver des jointures grâce en termes de propriétaires fonciers ou en termes d'organisations coopératives ou GIE qui vont gérer le foncier casamançais, signer des contrats de création de sociétés qui mettraient en valeur les terres de la société de la Casamance dans le cadre d'un 50-50 d'intérêt commun entre les investisseurs et ceux qui sont de la Casamance à qui appartiennent les terres. Donc, ça peut être une des solutions. Si on arrive à remettre entre les mains des fils de la Casamance ce qui leur appartient, tout en n'excluant pas les autres. Parce qu'il faudrait, dans le cadre d'une continuité territoriale, que les Sénégalais, où qu'ils se trouvent, puissent être chez eux en Casamance. C'est encore un tour d'Amas qui ont quitté la Casamance pour aller s'installer dans le delta du fleuve, au niveau du département de Dagana, notamment à Rosso-Béthio, à Kassak Sud, Kassak Nord, Roq et Bundung, qui sont installés là, dans le Walo, au sein du département de Saint-Louis et de Dagana. Il y a des gens de la Casamance qui sont venus là-bas. Mais là-bas, il n'y avait pas de problème particulier de forêt ou d'identité. Il y avait des terres arables pour lesquelles il fallait mettre en place compte tenu de la jonction du fleuve Sénégal. Le fleuve Sénégal, comme le fleuve de la Casamance, étant donc deux gros poumons hydriques du Sénégal, aurait pu contribuer au développement. Mais les logiques de développement mises en place, les politiques institutionnelles de développement mises en place ne corroboraient pas aux objectifs fondamentaux des populations locales, mais beaucoup plus aux stratégies de l'État de créer en fin de compte une agriculture extravertie susceptible de créer des rentrées de devises pour le compte de l'État, pour le budget de l'État. Et la dépendance des populations vis-à-vis des sociétés d'État qui ont été installées a créé donc ce genre de conflits, notamment dans la manière de conduire ces politiques agricoles qui ont donc dépossédé les populations locales de leur patrimoine foncier à travers la loi du domaine national. Alors que lorsque Mamadou Dia avait lancé cette idée de loi du domaine national, c'est-à-dire que l'État du Sénégal ne dépossède pas, l'État n'exproprie pas, l'État accompagne ceux qui ont la terre, de telle sorte qu'ils puissent mettre en valeur leur terre et que ça soit un usufruit pour eux. Et ceux qui n'en ont pas la terre, à cause des héritages socioculturels, compte tenu des contingents socioculturels de nos sociétés stratifiées et des rapports intercastes qu'il y a entre nous, que l'État trouve en définissant des domaines publics d'État, des domaines publics locaux au titre de la région, du département ou de la commune, de telle sorte que ceux-ci puissent avoir des éléments fonciers susceptibles de leur permettre de pouvoir donc promouvoir donc des économies locales les accompagnant. Ce que Senghor a dévié, ce que Senghor a laissé, en suivant une autre logique. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'émergence de ces conflits au niveau de la Casamance, des gens qui ont revendiqué en disant que depuis le Sénégal et l'indépendance, la Casamance n'avait même pas de gouverneur. Mais on constate que depuis la guerre en Casamance, la Casamance a beaucoup plus de gouverneurs et de préfets que le Fouta ou la région du Sénégal oriental. Et ça, c'est à cause de la guerre. Maintenant, s'il faut attendre qu'on tue pour répondre aux besoins des gens, il y a un problème. Le problème qui s'est posé, c'est que quand ça a éclaté en Casamance, qui a géré le conflit de la Casamance à Dakar? Des gens qui ne savaient même pas où ce Ziguinchor se trouve sur la carte du pays. Des gens dont la seule connaissance du Sénégal s'arrêtait à Dakarou. Ce sont des petits urbains, même si je mets ça entre guillemets, qui ne connaissaient rien de la réalité socio-culturelle et socio-économique du Sénégal, ni géographique du Sénégal. Ce sont eux, pour plaire au président de la République qu'ils ont servi successivement, ont amené ces hommes d'État à engager des politiques soit répressives, soit corruptives, croyant qu'avec ces politiques répressives ou corruptives, qu'on peut régler le problème de la Casamance. Et si la Casamance explose? Et si le Fouta explose? Et si la région du Sénégal explose? Le Fouta explosant comme aujourd'hui, c'est en train d'exploser du côté de la Mauritanie. Et si ça crée une jonction avec le Fouta sénégalais? Et que ça crée une jonction avec la Casamance? On va où? Et que le conflit de la Casamance, quelqu'un parlait ce matin que ça a commencé avec des armes blanches et aujourd'hui on a des armes lourdes. Oui, parce qu'il y a des États autour du Sénégal qui ne veulent pas de la stabilité politique du Sénégal, qui ne veulent pas de la stabilité sociale du Sénégal,
qui ne veulent pas de la réalité dans laquelle le Sénégal est en termes de succès diplomatique international et qui veulent que le Sénégal soit comme eux, en Mauritanie, en Guinée-Bissau, en Gambie, etc., etc. Et ce sont ces gens-là, surtout avec la Mauritanie, qui sont passés avec Yaya Jammeh, avec certaines personnes au sein de la Guinée-Bissau, qui ont alimenté le processus de militarisation du MFDC en Casamance, en dotant à ce mouvement-là d'un certain nombre de moyens militaires qu'ils n'avaient pas au début. Donc il y a ces aspects-là. Il y a un autre aspect par rapport à ce conflit de la Casamance. C'est le rôle des fils et des filles de la Casamance dans la gestion de ce conflit. Il y a des filles et des filles de la Casamance qui ont été des patriotes sénégalais, qui n'ont pas voulu de son conflit. Mais il y en a d'autres qui ont joué au double jeu. Il faut le dire. Il y a d'autres qui ont joué au double jeu. Qui, dans la journée, acclament leur appartenance au Sénégal, mais dans la nuit, donnent des gages de garantie au MFDC pour que demain, si la Casamance a son indépendance, il dira ah, nous étions des patriotes, nous étions là. Mais il y a ça aussi. Et ce double jeu-là est quelque chose qui a été néfaste dans la gestion de ce conflit-là. Et que certains intermédiaires qui ont gravité autour de Diouf, qui ont gravité autour d'Abdoulaye Wade, en sont partis. Il faudrait aussi dire que ce qui se pose à la Casamance dans les liens entre la Casamance et ses diasporas, comme ce qui se passe entre nous, le Fouta et ses diasporas. Ces diasporas qui sont à Dakarou, dont les enfants ne connaissent même pas les villages d'origine de leurs parents, qui ont fondé leur famille à Dakarou, qui ne sont pas retournés, qui n'ont pas eu un regard de derrière. Comme nous on dit en Pulaar, ils ne regardent pas derrière. Mais leurs enfants sont à Dakarou, ils ne savent même pas où se trouvent les villages d'origine de leurs parents dans nos régions d'origine. Et c'est eux qui parlent de chez nous. Et c'est eux, parce qu'aujourd'hui, leur logique carrière se termine. Ils ont besoin de renouveler leur carrière à travers la politique pour avoir de nouvelles carrières en tant que maire, en tant que président du conseil départemental, en tant que ceci ou cela. Reprennent le chemin vers leur chemin dur parce qu'ils savent que s'ils veulent être ça, ils ne peuvent pas être ça sans retourner au pays. Alors qu'avant, ils avaient oublié le pays derrière. Il y a tout ça à gérer. L'une des solutions de la Casamance peut venir de là. Le président Macky Sall, en instituant ce qu'on appelle l'acte 3 de la décentralisation, c'est un acte qui permet de revenir vers une gestion de proximité de la chose publique, en confiant à des locaux le destin de leur zone, de leur commune, de leur terroir, de leur département ou de leur région. Maintenant, le problème se posera. Quelle est la compétence de ces gens? Quelle est la qualification de ces gens? Quels sont les moyens que ces intellectuels de compétences et d'expertise que ces gens ont à gérer leur commune, à gérer leur département, à gérer leur région, pour l'intérêt des populations locales pour lesquelles ils sont là? Et comment peuvent-ils être dans une position asymétrique avec l'État, de telle sorte que la conjonction État-collectivité territoriale soit un élément de réponse au conflit de la Casamance? Ça, c'est une piste qu'il faut creuser. Le président de la République a créé ce qu'on appelle les pôles territoriaux. Il y a 8 pôles territoriaux. Dans la décentralisation sénégalaise, on avait disséminé le Sénégal en plusieurs régions. 14 régions. Dans un souci dit de rapprocher l'État, les collectivités aux populations dans une démarche de proximité et de développement participatif. Ça n'a pas répondu à ces objectifs. Parce que les conseillers ruraux, ou les conseillers locaux, ou les conseillers communaux, ou les conseillers départementaux, et anciennement les conseillers régionaux, n'avaient pas ces forces. On a eu dans plusieurs conseils régionaux des gens qui ne savaient pas lire et écrire. Et ils étaient à la merci des préfets. Ils étaient à la merci des gouverneurs, qui effectivement faisaient tout à leur place. Et que ces gens-là étaient beaucoup plus là pour des raisons alimentaires, que non pas pour des raisons pour des logiques de construction. Il faudra sortir de ce système. Le président Macky Sall donc a recréé une dynamique en disant qu'il faudrait créer des pôles territoriaux, de telle sorte que chaque pôle territorial soit donc le reflet de la sociographie de sa zone, de l'identité de sa zone, de la culture de sa zone, dans un marquage de territoire, mais en interaction avec tous les autres. Aucune région ne peut aller sans l'autre, parce qu'il faudrait que chacune des régions soit un marché potentiel pour l'autre, avant de penser au marché international. Et dans ça, il y a la diaspora que nous sommes. Il y a la diaspora que nous sommes. Nous sommes un pôle territoire. Parce que sans nous, aucun chef d'État au Sénégal ne dort. Tranquillement. La preuve, c'est qu'il suffit que la diaspora fasse une grève de mandat pendant 6 mois. Et on verra ce qui va se passer. On fait une grève de mandat 6 mois. On verra ce qui va se passer au Sénégal. Donc on a cette force, on a cette capacité de stabilité sociale, de permettre à chacun de dormir. Donc comme on a cette force-là, au nom de quoi nous ne nous rendons pas compte de cette force que nous avons pour peser
dans la conduite des affaires politiques et publiques de notre pays. C'est important que la diaspora casaçaise prenne ce relais, au même titre que les autres diasporas, ensemble, que nous proposions au président de la République un cadre, un canevas, qui montrerait la pertinence de reconnaître la diaspora comme un pôle territorial, au même titre que les 8 autres régions du Sénégal, les 8 autres pôles territoriaux, en capacité de construction, en capacité de mobilisation des moyens pour le financement du développement local, en capacité de créer des interfaces avec des bailleurs et au titre de la coopération décentralisée, et en capacité aussi de mobiliser nos enfants qui sont nés en France, qui sont formés dans les meilleures écoles françaises, qui ont les plus grands diplômes, qui ont les plus grandes expertises, mais dont le Sénégal n'a jamais fait attention et que le Sénégal oublie complètement, alors que ceux-là, ils peuvent être une solution pour le Sénégal. Je crois que toutes ces solutions réunies, nous, diaspora, l'acte 3 de la décentralisation, les pôles territoriaux, en ramenant le développement à travers les mains des populations locales, mais compétentes, on peut amorcer par ce processus le processus de la paix en Casamance, qui sera donc un déclenchement pour les autres régions sénégalaises périphériques. Ça a commencé avec la Casamance, parce que le pôle territorial de la Casamance est créé, le pôle territorial Sine Saloum est créé, le pôle territorial de la région Sénégal orientale est créé, il y a les discussions en cours pour le Fouta et pour les autres régions, donc ce n'est pas encore fini. Donc dans la mesure où ce n'est pas encore fini, le pôle territorial diaspora doit être un élément d'ensemble de ces pôles territoriaux pour que nous participions ainsi au développement de notre pays et en même temps résoudre le problème de la crise de la Casamance. Je crois que fondamentalement, le Sénégal est un pays intangible, inaliénable et inéluctable. Il est un et jamais deux. Donc si nous partons de ce principe-là et que nous partons de ce processus de construction, de co-construction avec l'État, on peut arriver à trouver des solutions. En 7 ans de présidence, quelles réalisations pour le président Macky Sall? Quels sont les acquis, les non-acquis, les forces et les faiblesses? Et quelles perspectives pour 2019? Et avec quelle stratégie? Autant de questions à l'heure du bilan des actions du chef de l'État. Pour les 2 envoyés de l'État du Sénégal, le gouvernement investit dans cette région à travers plusieurs projets de développement. Monsieur le Président, lorsque le chef de l'État a reçu votre lettre, qui date du 3 septembre, qui a été enregistrée à la présidence le 4 octobre, le chef de l'État a salué votre initiative. Parce que, comme vous le savez, il est totalement engagé pour la recherche de la paix en Casamance. Il considère que en 2012 comme en 2019, il est dans le même engagement, qu'il a pu réaliser beaucoup de choses en ce qui concerne non seulement la paix, mais accompagner du développement harmonieux de la Casamance, mais qu'il s'agit de rendre ces acquis, cette accalmie, de les rendre irréversibles. Donc, l'œuvre à accomplir est longue et il en est conscient. Donc, il a bien voulu nous désigner pour le représenter, c'est que dans le même esprit, il veut renouveler son engagement à ne ménager aucun effort pour faire de la recherche de la paix en Casamance et de son développement qui doit l'accompagner nécessairement la primauté de son action à la tête du pays. Le chef de l'État ne parle même pas de priorité, il dit c'est la primauté de mon action à la tête du pays. Il est allé même jusqu'à dire que s'il réalisait cet objectif-là et qu'il sollicite un deuxième mandat, il n'aurait pas besoin de faire une campagne électorale. Ça, il a déjà dit de façon très claire une fois dans un discours public. C'est dire qu'il est particulièrement attaché à la recherche de la paix en Casamance et au développement de cette région naturelle. C'est dire encore une fois qu'il salue votre initiative. Et il nous a désigné une délégation de haut niveau composée de l'ambassadeur César Coly et de moi-même, ministre conseiller à la présidence. Nous tous, nous sommes également des diplomates. Nous faisons partie de ce que l'on appelle vraiment les vétérans de la diplomatie. J'ai été directeur de cabinet aux affaires étrangères pendant 6 ans. Lui aussi, il a été pendant plusieurs années. J'y reviendrai pour expliquer pourquoi nous sommes présents alors autour du chef d'État en ce qui concerne le problème de la Casamance. Mais pour engager vraiment son action pour la recherche de la paix en Casamance, le chef de l'État a tiré toutes les leçons du passé. Toutes les dérives qui ont entravé vraiment l'action que l'État
devait mener pour aboutir à cette paix et malheureusement qui ont retardé beaucoup de choses. Le chef de l'État a voulu que tout se déroule dans la transparence. Le chef de l'État a voulu qu'on ne parle plus de M. Casamance. Le chef de l'État a voulu qu'on n'utilise plus l'argent pour acheter qui que ce soit ou pour vraiment, au niveau des combattants du MFDC, créer une situation qui n'est pas celle qu'on a dénoncée ce matin lorsque le chef de l'État, lorsque M. Abdoulaye Wade était au pouvoir. Le chef de l'État a voulu aussi que les hommes chargés donc d'entreprendre cette action en son nom soient une équipe qui ne soit pas celle du passé. M. Mbalo l'a dit tout à l'heure, ce matin, que s'il y avait une rupture à ce niveau-là, vu toutes les informations qu'il a données, que vraiment on pourrait faire quelque chose, des pas importants et géants dans la recherche de la paix en Casamance. Ayant compris cette nécessité, le chef de l'État a donc adopté une position au niveau de l'État en ce qui concerne le dossier de la Casamance. C'est lui-même qui le pilote. C'est lui-même qui en est responsable. Il n'associe même pas le gouvernement à la recherche de la paix en Casamance pour éviter les dérives du passé, pour éviter des fuites de secrets, pour éviter que tel ou tel politicien utilise ce dossier à des fins de propagande, pour qu'on utilise ce dossier aussi comme n'est-ce pas, un truc de commerce, n'est-ce pas? Le chef d'État a voulu éviter tout ça. Donc, c'est lui-même qui pilote le dossier. Naturellement, il doit être assisté de collaborateurs. Et là, il a fait en sorte que l'équipe choisie, très restreinte, aux côtés de lui, sur ce dossier-là, ne soit pas composée de personnes qu'on a connues. Le dossier de la Casamance est trop sérieux, trop complexe, trop névralgique, trop sensible pour qu'on le confie à des personnes telles que vous en avez connues auparavant. Donc, le chef de l'État, sous son autorité, a mis en place un comité restreint dirigé par l'amiral Pape Farba Sarr. L'amiral Pape Farba Sarr est le délégué général au renseignement à la présidence de la République. Donc, un homme particulièrement désigné pour diriger ce comité ad hoc, parce que lui-même, il a travaillé sur le dossier de la Casamance, sur le terrain et à l'état-major de l'armée pendant plusieurs années. Il a été chef des renseignements militaires au niveau de l'état-major. C'est un homme qui a dirigé les services extérieurs de l'État, le contre-espionnage et tout. Donc un homme qui est au courant de l'évolution du problème de la Casamance. Il connaît les acteurs, il connaît tout le monde. Vous ne pouvez pas trouver quelqu'un de mieux pour garder le secret et pour ne pas faire des émissions médiatiques, n'est-ce pas, à la télévision ou tout ça, pour dire qui je suis. L'amiral Sarr est assisté par nous-mêmes, n'est-ce pas? Il y a de hauts officiers supérieurs de l'armée, de hauts officiers de la police et de la surveillance de l'État, des hommes de renseignement, des gens du terrain qui connaissent aussi la Casamance, qui ont travaillé longtemps là-bas. Et le président a pensé également que le règlement d'une telle crise ne doit pas être que sécuritaire. C'est pourquoi il a associé 2 diplomates, les vétérans que nous sommes, pour être membres de ce comité très restreint. Parce qu'il y a des implications diplomatiques. On a parlé ici de la Gambie, de la Guinée-Bissau. Bon. Nous sommes pour l'implication de la Guinée-Bissau et de la Gambie. Hein. Nous sommes contre une position qui a été adoptée à un certain moment, considérant que ce serait internationaliser le problème casamancé, alors que ce n'est pas du tout le cas. Mbalo et d'autres intervenants ici ont parlé vraiment de la proximité géographique, historique, sociologique des 3 pays. Donc nous pensons que c'est des partenaires avec qui nous devons travailler. Et c'est la raison pour laquelle, comme vous le savez, dès qu'il a accédé au pouvoir, la première visite officielle du chef de l'État, ça a été d'aller voir Yahya Jammeh en Gambie. C'était un honneur pour lui, mais c'était aussi pour
véritablement, vraiment, l'encourager à nous aider dans la recherche de la paix en Casamance. Nous avons envoyé des émissaires en Guinée-Bissau. L'amiral Sarr a connu une délégation en Guinée-Bissau. On a discuté des problèmes pour que nous aident. Donc nous sommes pour l'implication. Nous n'avons aucun complexe à ce sujet. Donc ceux qui ont des doutes ici à ce sujet, qui pensent que l'État du Sénégal n'est pas du tout disposé à travailler avec ces deux pays, nous sommes totalement disposés à travailler en raison des considérations qui ont été évoquées ici et partagées par tout le monde. Donc il a fallu que le chef de l'État prenne ses dispositions préliminaires par rapport aux dérives du passé, par rapport aux causes d'échec auparavant. Je vous dis, voilà un dossier, le gouvernement n'est même pas associé. Je vais vous dire combien il tient à ce qu'il soit traité avec sérieux, parce que nous nous connaissons tous, il suffit que ça fasse l'objet d'une communication gouvernementale pour que, bon, il y ait des dérives, n'est-ce pas, et que d'aucuns cherchent alors à l'utiliser à d'autres fins. Bon. Donc voilà les précautions que le président a prises. Vraiment, et pas d'argent, les problèmes d'argent, ça on ne le connaît pas. La première fois que nous avons rencontré notre première mission à Ziguinchor, c'était là, et nous avons tenu à travailler avec l'Église. Les gouverneurs de région, même les préfets, on ne les associait pas. Quand on se déplaçait, ils ne savaient pas. Nous avons préféré travailler avec l'Église, n'est-ce pas, qui était déjà impliquée par la demande de César Abdul-Baghdad, que nous avons accepté. Et ensuite, parce que l'Église a été associée à la recherche de la paix pendant longtemps, déjà à l'époque où Monseigneur Sarr était archevêque de Dakar. Donc, pour maintenir la confidentialité, on travaille avec eux. Et lorsque nous avons rencontré la première fois un représentant du MFDC, ils ne nous croyaient pas. Parce qu'il y avait tellement de confusion, tellement de tricherie, tellement de mensonges dans la recherche de la paix en Casamance avec les émissaires qu'on envoyait, qu'il y avait une rupture de confiance totale entre l'État et le MFDC. Ils ne croyaient plus à personne. Quand vous parlez, ils ne croient plus à l'État. Alors, quelqu'un nous a dit, bon, mais il faut nous montrer une lettre du président, une démission qui dit que vous êtes ça. Il a fallu que l'évêque Mamba, archevêque de Ziguinchor, avertit des bonnes dispositions du président avec qui nous avons parlé, leur dit, ces gens-là, vous les regardez seulement, vous saurez que ce n'est pas comme ce que vous voyez auparavant. Donc vraiment, c'est sur cette base-là que le président a commencé les négociations avec le MNDF. Et comme vous le savez, c'est la déclaration publique de Salif Saïdou, alors, comme vous le savez, chef du NEL du MNDF, qui jusqu'alors était le plus intransigeant dans le refus de tout dialogue avec l'État. Ça, il faut le lui reconnaître. Quelqu'un a parlé ici ce matin, bon, il valise pas de voir de tout ça là pour compromettre la rébellion, pour les discréditer. Il n'a jamais voulu accepter ça. Ça, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Lorsque, donc, il a déclaré qu'il était prêt à ouvrir des négociations de paix en préconisant la médiation de la communauté de San Isidro qui est basée à Rome. Aussitôt, le chef de l'État a répondu pour réaffirmer sa volonté de paix. Comme vous le savez, quand il était candidat à l'élection présidentielle, comme je l'ai dit au début, le président a dit que vraiment c'était la primauté. Et s'il était élu, il va tout faire pour qu'il y ait des pas géants dans la cause. C'est la médiation de San Isidro, qui est connue comme une communauté et qui est spécialiste en matière de facilitateur de la paix, qui a mené beaucoup d'actions dans le monde. On sait qu'ils sont à la base de l'accord de paix en Mozambique. Ils interviennent partout en Afrique, partout où il y a la crise, qu'on les entende ou qu'on ne les entende pas, qu'on en parle dans la presse ou pas, ils sont présents partout. Dans les pays où il y a eu des conflits à caractère électoral, jusqu'aux Philippines, dans le conflit entre les musulmans de Mindanao et le gouvernement de Manille. Donc, c'est vraiment des gens extrêmement bien organisés, avec des grands spécialistes de la diplomatie et qui travaillent vraiment sans aucun arrière-pensée politique. Ça, nous avons pu vérifier ça sur place avant qu'on ne commence les négociations, en allant sur place, discuter avec eux.
pour compléter les informations qu'on avait déjà sur eux. C'est à ce moment-là que le président a dit aussi qu'il était prêt à aller même, s'il le faut, à la planète Mars pour la recherche de la paix en Casamance, si vous vous souvenez. Il avait dit la seule ligne vraiment qu'il ne faut pas franchir, c'était demander l'indépendance de la Casamance. Sur ce plan-là, la Constitution lui interdit en tant que garant de l'intégrité territoriale et de la souveraineté du Sénégal d'accepter une partition du Sénégal. Ça, il faut le reconnaître. Donc c'est une ligne rouge qu'il ne faut pas franchir. Il a dit que pour tout reste, tout est négociable. Je crois que ça, on ne peut pas affirmer une volonté plus vraiment vigoureuse pour avoir des négociations ouvertes avec les frères du MFDC. Alors, à ce moment-là, le président a pensé qu'on pouvait commencer les négociations et nous sommes rendus plusieurs fois à Rome pour discuter avec les représentants de Salif Sadio, sachant bien que ce n'est qu'une étape, mais une étape qui pourrait créer une dynamique. On l'a aussi soulevé ici ce matin. Une dynamique pouvant ouvrir la voie à des négociations avec tout le monde. C'est le moment vraiment de dire que nous avons beaucoup appris ici à travers les différentes interventions. Et peut-être vous ne le savez pas, mais en tout cas, la plupart des idées qui ont été émises ici rencontrent les préoccupations qui sont dans la vision du président, rencontrent également les actions que nous menons sur place, rencontrent la politique que le chef de l'État a définie pour la Casamance. Vraiment, c'est pour dire, ça nous conforte que la voie suivie par le président est la voie vraiment honorable, est la voie juste. Donc nous avons commencé ces négociations avec les MFDC, MDC, Sadio, et nous avons abouti à un certain nombre d'accords signés pour servir de base d'un futur règlement de paix en Casamance, accepté par le MFDC dans son ensemble. Donc c'est une dynamique. Ce sont des éléments de négociation qui peuvent être demain, parce qu'il s'agisse de l'aile de Salif Sadio ou de l'aile de César Atoute-Badiate, les revendications sont quasiment les mêmes. Donc, n'est-ce pas, si déjà on négocie avec une aile et que nous avons des accords, ça peut être utile demain lorsque tout le monde sera autour d'une table de négociation. C'est pour parvenir à cette fin et dans un souci de faire preuve d'impartialité envers les factions du MFDC que l'État s'est évertué dès après le premier pourparlers de Rome avec les envoyés de Salif Sadio à nouer des contacts immédiatement avec l'autre aile principale dirigée par César Atoute-Badiate. On a tout fait pour les contacter parce qu'on ne voulait pas qu'on nous accuse, n'est-ce pas, de diviser le MFDC, qu'on ne nous accuse pas de freiner l'élan de recherche, n'est-ce pas, d'assises, de la tenue d'assises du MFDC. On s'est tout de suite empressé de tout faire pour entrer en contact avec César Atoute-Badiate. Ainsi, les émissaires du chef de l'État ont rencontré plusieurs fois, je dis, César Atoute-Badiate et ses hommes. Et chaque fois, c'est en présence de tout son staff politique et de tous les commandants de zone, comme ils l'appellent là-bas. Chaque fois, c'est une forte délégation et devant nous. Et on parlait vraiment dans un esprit totalement nouveau. Et là aussi, ce matin, on l'a abordé. Il fallait rompre avec l'esprit de condescendance vers les combattants. Il fallait changer de langage. Nous, on ne les appelle pas rebelles. On a entendu ici le mot rebelle plusieurs fois. Nous, on les appelle les combattants. Quand nous sommes avec eux, nous leur disons que nous respectons leur combat. Parce que ce n'est pas facile d'être dans le match ici, on ne croit à rien. Ce matin aussi, on l'a dit ici, que c'est des hommes dignes seulement qui peuvent accepter d'être dans cette situation-là. On leur dit, nous cherchons à avoir des rapports humains avec eux, n'est-ce pas? Patiemment, ils ont compris que nous étions des émissaires vrais du chef de l'État
Et la confiance qui a été rompue totalement entre l'État et le MFDC a été rétablie. Il a fallu faire preuve de beaucoup de patience, il a fallu faire preuve de beaucoup de vraiment retenue et acceptant tout. Quelle que soit leur critique, on accepte. L'essentiel pour nous, c'est les rencontres, c'est d'avoir l'occasion de leur expliquer un certain nombre de choses qu'ils ne comprenaient pas sur la volonté réelle du président de la République d'aboutir à des négociations dans un esprit constructif nouveau, avec la ferme volonté alors de régler définitivement le problème de l'encadrement et qu'ils comprennent que le passé, c'est le passé. Ça, c'est un nouvel esprit, un nouveau chef d'État qui n'a pas grandi dans certaines sphères, qui est là pour rechercher la paix, l'encadrement et assurer le développement économique de l'encadrement. Donc, nous avons eu ces rencontres-là avec César Atoubadiat, dans un esprit tellement humain qu'un jour, César s'est permis de dire à César, allez-moi, vous là, tout le monde a ri, etc. Vraiment, on a un esprit maintenant, on se comprend, ils nous font confiance. Bon, je disais, parallèlement donc au contact avec le groupe de Saint-Saint, l'État a accepté donc l'entrée en facilitateur de haut rang. On s'est dit que la recherche de la paix n'est pas l'apanage de l'État. Ce n'est pas l'apanage de l'État. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Le président a dit que la partition, chacun a une partition à jouer. La société civile, le mouvement de Robert, d'autres associations, les équipes, etc. Les religieux, tout le monde a un rôle à jouer. Donc c'est la raison pour laquelle lorsque César Atoubadiat nous a demandé des facilitateurs de haut rang au niveau religieux, qu'il a désigné le cardinal Théodore Adrien Sarr, assisté des évêques de Ziguinchor et de Kolda, ainsi que le chef religieux Fansou Bodian, imam ratib à Bignona, un chef religieux bien connu, respecté dans le maquis, nous avons accepté tout de suite. Non seulement nous avons accepté, mais nous leur apportons toutes les facilités nécessaires lorsqu'ils doivent se déplacer pour rencontrer les MFDC, plus généralement en Guinée-Bissau, à Sao Domingue. Entre ces facilitateurs aussi et César Atoubadiat, bon, pour vraiment encourager cette aile-là à s'associer convenablement à la table des négociations. Nous avons pensé que la recherche de la paix, ça concerne tout le monde. Hein. C'est ainsi que, même si nous gardons le caractère secret de nos négociations avec le MFDC, ça c'est strict, personne n'est au courant. Parce que les combattants eux-mêmes tiennent à ce secret comme nous. Parce que la recherche de la paix est difficile. Quand on parle de paix, il y a des fossoyeurs de la paix qui sont là. Alors il suffit de leur donner certaines informations, il suffit qu'ils n'aient pas la même volonté que vous, qu'ils soient habités par le diable pour saboter ça, que ce soit au Sénégal ou ailleurs, on a toujours vu ça. C'est la raison pour laquelle on s'est mis d'accord avec eux, pour ne jamais dévoiler les accords secrets qu'on signe avec eux. Mais, pour que les gens ne pensent pas qu'il y a un immobilisme, c'est très facile de dire, oui, le président qui ne fait rien, etc. Bon, on a dit qu'il faut quand même, chaque fois qu'on les rencontre, bien communiquer. Ce qui suit de très près les négociations, en tout cas sur le plan médiatique, savent que chaque fois il y a un communiqué qui a été diffusé pour dire qu'on s'est rencontrés. Ce qu'on peut dire dans le communiqué, on le dit, mais les documents secrets ne sont jamais signalés. Ça, je crois que c'est dans la volonté de communiquer avec tout le monde pour qu'on ne parle pas d'immobilisme et que les gens soient informés. Mais aussi, on a pensé qu'il faut rencontrer tous les acteurs en Casamance. Même si nous, au niveau de ceux qui travaillent sur le dossier avec le président, nous faisons preuve d'attention la plus totale, pratiquement personne ne nous connaît. On n'intervient pas dans les médias ou dans les plateaux de télévision pour un dossier aussi sensible que la Casamance. Il ne faut pas faire preuve d'activisme ou de plaidoyer pro de mots pour ses propres intérêts. Donc on ne nous connaît pas. Mais on a dit quand même qu'il faut communiquer que les acteurs de paix, la société, les composantes de la population casamançaise sachent au moins quelles sont les orientations définies par le président pour mettre fin aux dérives du passé et
travailler résolument pour la recherche de la paix en Casamance. Et c'est ainsi que nous avons tenu 2 grandes réunions au ministère des Affaires étrangères dans la grande salle, avec beaucoup d'acteurs de la Casamance, y compris le groupe de Robert Sagna, la société civile, les chambres de commerce, tout ce que la Casamance compte comme leader d'opinion pour les informer sur ces nouvelles orientations du président. En plus de cela, l'amiral Sarr a conduit des délégations en Casamance sur place pour rencontrer des leaders d'opinion, la plateforme des femmes, etc., et d'autres, l'association des décliés, d'autres, etc., pour échanger, parfois avec certaines individualités très fortes qui nous ont été recommandées parce qu'ils ont une longue expérience du conflit en Casamance, c'est des sages et tout ça, etc. Alors, et à ce moment-là, bon, on était obligé de rencontrer les gouverneurs. Parce que là, c'est l'aspect communication, l'aspect contact. Mais tant qu'il s'agissait de commencer les efforts pour contacter les MFDC et tout ça, là, on s'en est tenu seulement à avoir des réunions à l'archevêché avec Mambo et ses collaborateurs de l'Église qui font preuve de discrétion, qui s'intéressent au dossier de Casamance depuis longtemps. Donc, nous n'avons pas négligé le volet de communication. Donc, quand on dit que bon, le dossier est traité de façon très... Non, on parle à tout le monde, seulement, c'est que les gens veulent, on le sait. Ils veulent qu'on les informe, n'est-ce pas? Alors, à propos des négociations secrètes que nous menons, ça, on ne peut pas le faire. Ça, c'est l'État seul, pour le moment, qui est habilité à savoir ce que nous faisons avec les MFDC. Maintenant, toute bonne volonté qui recherche la paix est libre d'agir, alors de faire des notes, des recommandations au chef de l'État pour exploitation par l'État, n'est-ce pas? Dans cette phase-là, c'est ça qui est nécessaire. Pour le moment, il faut que chacun fasse ce qu'il peut, n'est-ce pas, pour la recherche de la paix en Casamance, en direction de l'État, en direction du MFDC, et on est attentif alors aux actions qui méritent d'être soutenues. Hein. L'État soutient éventuellement, s'il le faut, certaines personnes qui agissent vraiment de façon visible, comme par exemple, je cite le groupe de Robert Sagna. Bon. Voilà donc les précautions que le président a prises. Maintenant, alors, en ce qui concerne la méthodologie des dialogues, bon, ce matin aussi, on a entendu ça, on a été conforté dans notre position, parce que le chef de l'État a dit, dans cette phase-là, c'est avec les combattants qu'il faut discuter. On a entendu ici des propositions dans ce sens-là. Ça nous conforte dans nos conditions de sérieuses analyses comme celle de Mbalo, parce que ce sont eux qui conditionnent la paix, hein, ou bien les hostilités avec l'État du Sénégal. Donc, notre option pour le moment, c'est de discuter avec les combattants. Ça ne veut pas dire qu'on ignore l'aile politique. Non, ils ont leur rôle à jouer, ils peuvent commencer à jouer ça, comme on a dit. Et plus tard, n'est-ce pas, on verra alors à quelle étape ils pourront être associés dans le cadre de l'exercice global de la paix en Casamance avec tous les acteurs qui ont l'expérience à ce sujet, qui sont déterminés à travailler de façon constructive naturellement, sans soulever des revendications que l'État, dans tous les cas, n'acceptera pas et ne peut pas accepter. Donc ça, c'est une option aussi du président, alors confortée par les éléments que Mbalo, qui est très bien informé vraiment du dossier, c'est comme parfois s'il était au cœur des préoccupations de l'État, il est très bien informé, lui, il sait ce qu'il dit, alors vraiment, alors c'est ça l'option du président. Alors, donc le volet communication. Nous avons, dans ce cadre-là, mené des actions, mais sur lesquelles aussi on ne fait pas du bavardage qui va calmer. Bon. On a parlé ce matin de réinsertion. Mbalo a dit dans quelles conditions Niantang, à un moment donné, bon, a voulu, merci beaucoup, a voulu, bon, ouvrir la brèche à ce sujet avec l'État du Sénégal, mais il a conclu que ça a été un échec. Bon, voilà ce qu'il en sait lui. Mais en réalité, il y a 250 anciens combattants
qui bénéficient de la réinsertion, et ça continue d'arriver, que l'État a pris en charge, n'est-ce pas? On les a pris à Sébikotane, on les a formés, on les a aidés à avoir des activités individuelles. Les uns s'occupent de volailles, d'autres ont des fermes, des autres de l'élevage bovin, etc. 250. Mais, encore une fois, puisque l'État du Sénégal, ce dossier-là est trop sérieux, il ne faut pas s'amuser avec. D'ailleurs, au demeurant, il faut se féliciter qu'au niveau de la classe politique sénégalaise, au niveau de tout le monde, ça fait l'objet d'un consensus. On ne doit pas l'utiliser à des fins politiques ou bien à d'autres fins. Alors ça, c'est un consensus qu'on doit saluer. Et il faut persévérer dans cette voie-là. Il ne faut pas faire preuve de surenchère là-dessus. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Et c'est la raison pour laquelle on a préféré nous taire. Parce que si vous en parlez trop, on dit qu'il faut de la propagande. Mais pire, ça peut donner l'impression que nous accusons les autres qui sont dans les camps, ça peut les frustrer et tout ça, etc. Bon, on a préféré laisser comme ça, étant donné que les gens sont bien informés. Hein. Les gens sur le terrain savent, en Casamance et les combattants, qu'il y a une réinsertion. Mais ce sont les autres qui le disent. Nous, on n'en parle pas, personne ne nous a jamais entendu parler. C'est pourquoi, alors, on ignore ça. 250 et ça continue, n'est-ce pas? Et bon, donc cette opération de Niangtang, première phase a échoué. Mais après, à l'arrivée du président Macky Sall, ça a été entamé au temps du président Wade. Mais à l'arrivée du président Macky Sall, ce problème-là a été réglé. Nous avons ouvert une brèche. Et ça, nous sommes aidés par l'Union européenne. Nous avons signé un accord avec l'Union européenne. Parce que quand ils ont vu qu'il y avait des progrès dans la recherche de la paix en Casamance, alors les puissances occidentales et tout ça ont commencé à vraiment à accorder de l'intérêt à ce dossier-là. Les Américains sont allés jusqu'à nommer 2 ambassadeurs spéciaux accrédités à Dakar, rien que pour suivre ça. L'ambassadeur Bollington et l'ambassadeur Boulouer, je crois. Bon, après ils sont partis. Ils ont posé des jalons, ils sont partis. Bon, c'est l'ambassade américaine maintenant qui suit carrément le dossier étant accrédité au Sénégal. Mais ils ne faisaient rien sans nous demander l'autorisation. Ils ne faisaient rien sans nous consulter. Donc, quiconque aurait parlé à l'époque d'ingérence étrangère, c'est parce qu'il ne comprend pas le dossier, il n'est pas au sein de l'État, il ne sait pas ce qui se passe, parce que des journalistes en ont parlé, alors qu'ils ne faisaient rien sans nous. Ils sont venus là grâce à nous, par notre volonté, et nous avons signé un document à ce sens avec le gouvernement américain. Quand on a vu les Américains arriver, alors l'Union européenne a dit à nous aussi, on ne doit pas être en reste. Les ambassadeurs ont commencé à défiler en Casamance sous grande escorte militaire, que ce soit la France, que ce soit l'Allemagne, etc., etc. Alors on a été sollicité pour s'impliquer d'une manière ou d'une autre dans le dossier. Donc ça c'est aussi, c'est parce que l'action du président a été crédible dès le départ. Parce que dès 2014, pour sa première visite en Casamance, il a lancé les projets. On n'a pas d'encart, mais c'est le PPDC, le projet pilote de développement de la Casamance, qui fait un travail extraordinaire. Ce matin, tout le monde a parlé ici de volet social, de développement social, parce qu'effectivement, il faut retenir les gens, il faut les aider, n'est-ce pas, pour que ceux qui sortent du maquis puissent avoir quand même un espoir de retrouver quelque chose quand ils sont dehors. Bon, ce volet social est pris en charge, mais ça, c'est le PPDC qui s'en occupe. Dès le départ, le président a négocié avec la Banque mondiale une aide de 25 milliards de francs CFA. Le PPDC, là, vraiment, ceux qui sont sur place peuvent en témoigner. Ils font un travail concret sur le terrain social pour répondre aux besoins directs de la population. Parce que ça, c'est très important pour que la population croie au processus de paix, croie à l'accalmie. Ensuite, ceux qui négligent l'accalmie ne savent pas que si on a réalisé autant en Casamance, c'est parce qu'il y a la paix. Mais tant qu'il y avait des affrontements entre les militaires et les MFDC, on n'ose entreprendre aucune action en Casamance. Si on a pu réaliser une route nationale numéro 6 avec des dizaines de milliards, tous les grands projets structurants, n'est-ce pas? C'est parce qu'il y a une accalmie en Casamance, n'est-ce pas? Bon, donc ce projet social, on a pris ça en charge. Mais d'autres ont dit aussi que ce n'est pas suffisant. Il faut des projets structurants. On l'a dit ici.
Mais c'est ça la vision du président. On s'occupe des besoins directs de la population. On aide les femmes, les moulins, les pistes de production. Vraiment, sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation, les PPDC fait des interventions merveilleuses, reconnues par tout le monde, les bailleurs de fonds et tout ça. Mais à côté, il y a les grands projets de la Casamance. Depuis 2014, n'est-ce pas, 45 projets structurants ont été réalisés en Casamance pour 450 milliards de francs CFA. Vous imaginez ça, un gouvernement, je ne sais pas, Yafous ne peut pas le faire, ça. 45 projets, en 4 ans ou 5 ans, n'est-ce pas, 450 milliards. Dans le programme triennal d'investissement public, inscrit dans le budget, pour 2019, en 2022 et 2021, 180 milliards de projets structurants. Les centres multifonctionnels, tout ça, mais c'est des projets structurants. On ne peut pas dire que ça vraiment, un gouvernement vaurien, n'est-ce pas, est capable de faire ça. Donc je crois que sur ce plan-là, le président a démontré que vraiment la paix en Casamance, l'argent de la paix en Casamance, ne peut pas aller sans être accompagné par le développement. Ça aussi, dès le départ, il a tracé la ligne. Il a dit que oui, c'est bien, mais il faut tout faire pour que ça soit accompagné par des projets. Parce que seuls ces projets-là sont capables d'encourager les jeunes à quitter le maquis, sachant qu'ils vont trouver un emploi, n'est-ce pas? Mais sans cela, le processus de paix, ce sera un rêve, n'est-ce pas? Donc vraiment, on l'a dit aussi ce matin aussi, donc le président est dans cette logique-là, recherche de la paix, mais accompagné de projets de développement, à caractère social pour les besoins directs de la population, mais aussi des projets grandioses, structurants. La paix, humanitaire. Pour la paix à Genève, qui, depuis 5 ans déjà, s'est lancé une formation une structure de formation des deux parties, aussi bien du côté du gouvernement comme du côté des combattants, pour préparer les uns et les autres à aller à la négociation. Parce qu'on s'est rendu compte que, par exemple, quand on se rencontre, il y a parfois des propos qui ne sont pas déplacés. Donc, c'est comme une éducation des négociateurs à la négociation. Tout ça pour apprendre les choses. Et dans ce cadre, nous avons été reçus à Genève par donc ce centre qui nous a aidé à rencontrer Kofi Annan. Et d'autres personnalités, on a été à la Croix-Rouge et tout ça. Et du côté des combattants, la même chose. Ils ont reçu la même formation, en tout cas du côté de l'aile politique. Et HD a rencontré plusieurs fois également les combattants sur le terrain. Nous avons également participé à la libération, des démineurs, avec bien sûr des femmes, comme on l'a dit tout à l'heure. Et au moment où on se parle, les contacts avec les combattants, en tout cas à travers l'aile politique qui est Asie-Inshore, comme à Dakar, le dossier, on demande aux gens de s'exprimer, de faire part de leur désirata, parce qu'il ne faut pas que demain on nous dise, bon, moi je n'ai pas été associé, on m'a laissé de côté, alors que je suis important et qu'on sort. Et toutes les initiatives qui sont prises, nous sommes prêts à aller à la rencontre de cette entité, et ce qui explique notre présence ici aujourd'hui. Et nous saluons votre travail, mais nous voulons rappeler également que tout ce que nous le faisons dans la discrétion. Le président a fait de ce dossier, il a basé sur la discrétion. Parce que si on s'était amusé également à faire des déclarations à tout venant, je crois qu'on ne serait pas ici aujourd'hui en train de discuter de cette question. Parce que souvent, il y a des interprétations volontairement décousues pour faire mal. Comme vous savez, il y a ce qu'on appelle des gens qui sont contre la paix. Maintenant, en ce qui concerne le travail qui a été fait par le président depuis, on vous a amené des documents récents qui peuvent vous dire ce qui a été réalisé. C'est les projets. Les projets qui ont été, comment on appelle ça, initiés par le chef de l'État depuis son arrivée à la tête de l'État. Il y en a qui sont terminés, il y en a qui sont en cours d'élaboration. Il y a des projets qui sont en train de conception. C'est par exemple le cas aujourd'hui à Bignona, le département de Bignona. Vous avez, sur le plan des infrastructures routières, vous avez par exemple la boucle du Boulouf qui va être bientôt terminée. Et il vient de poser la première pierre pour la boucle du Kalounaï.
Et il envisage également de poser afin de régler également la boucle du Fogny, rien que pour le département de Bignona. Et au niveau national, vous pourrez comparer en somme ce qui a été fait au niveau national entre toutes les régions. Et vous verrez que la Casamance, quoi qu'on dise, n'a pas été oubliée. Bien au contraire. Est-ce que soulevez ici quelqu'un de nos collègues, nouveaux collègues qui étaient là. Je crois que nous avons été, au niveau de la région, une région quand même suffisamment bien gâtée par le régime. Donc aujourd'hui, le MFDC, qui a été associé, parce qu'à chaque fois que le président doit faire une marche, on les informe pour lui dire que le président va venir. Et ces combattants font toujours preuve de respect et de considération à l'égard du chef de l'État et du Sénégal dans son ensemble. Concernant les accords, les discussions que nous menons, tout à l'heure, quelqu'un a soulevé ici le problème des différentes factions. Nous avons essayé de rencontrer tout le monde. Mais il est très difficile aujourd'hui de dire que ces combattants vont se retrouver un jour. Je crois qu'il n'y a même plus d'espoir qu'ils se retrouvent pour former un seul front, à même d'aller à la table de négociation. Alors, de plus en plus, je pense que nous sommes en train de nous orienter vers les schémas des accords de Sun City, du Congo démocratique, des accords qui ont été signés en Afrique du Sud. Vous voyez, ils ont signé des accords avec plusieurs factions, ont signé ces accords. Et ensuite, tout a été harmonisé et nous avons obtenu le résultat qu'il faut. Parce que si on vous dit aujourd'hui que César Atoute va s'asseoir sur la même table avec Salif Sadio pour désigner un chef, en tout cas le gouvernement encourage, nous passons notre temps à encourager cette démarche, mais nous ne pouvons pas vous assurer qu'on va aboutir à des résultats attendus par le reste de la communauté internationale. Parce que pour faciliter tout cela, il aurait fallu que le MFDC puisse arriver à agir à un front unique. Mais dans ce cas, le gouvernement a assuré que les déplacements, qu'ils choisissent l'endroit où ils veulent, le moment qu'ils veulent et qu'ils fixent les dates, le gouvernement va assurer, va faciliter le déplacement de tous ceux qui voudront prendre part à ces négociations, de façon à ce que demain, ils puissent se retrouver ensemble, qu'on ne dise pas le gouvernement nous a empêchés d'eux. Donc là, nous restons à l'écoute. S'ils arrivent à s'entendre, c'est tant mieux, nous allons tous applaudir. Et s'ils n'arrivent pas à s'entendre, je ne pense pas que 2 ou 3 individus vont bloquer la marche vers la paix attendue par toute la société, par le monde entier, disons. C'est donc vous dire que le gouvernement reste ouvert à toutes les démarches qui peuvent surgir de part et d'autre, mais souhaiterait travailler sur cette question dans la discrétion avec comme élément de base l'humilité. L'humilité qui consiste d'abord à respecter l'autre, respectons tous ces combattants, nous faisons preuve d'écoute et surtout nous les encourageons à se donner la main. Et encore une fois, ça rejoint des déclarations qui ont été faites ici. Vraiment, c'est dire que nous avons constaté avec beaucoup de joie que la plupart des idées émises ici rencontrent la vision du président et que nous sommes en train d'y travailler seulement. Il n'y avait pas ce dialogue, c'est cet échange qui permet de se faire confiance mutuellement. Mais, par exemple, ce que Malo ou bien quelqu'un d'autre a dit, vraiment nous souhaitons qu'il y ait des assises. Nous souhaitons que l'MFDC parle d'une même voix et son organe politique et tout ça. Vraiment, nous avons donné, comme l'a dit l'ambassadeur Koli, toutes les assurances lors de notre première rencontre, qu'on est prêt à faciliter tout. Mais le mérite du président Macky Sall est de s'être rendu compte qu'avec les informations que nous avons, et dont certaines ont été divulguées ici, pour dire combien c'est extrêmement difficile d'unir les deux factions-là pour des raisons à la fois qui sont délusionnaires, mais aussi pour des raisons humaines entre les leaders. Le président a compris que on ne pouvait pas attendre. Parce que s'il fallait attendre, bon, on allait continuer à dire ah non, il faut attendre que les assises se tiennent. Il n'y aurait même pas ce qu'on a eu aujourd'hui. Il a dit qu'il faut commencer tout de suite, lancer une dynamique qui sera suivie par tout le monde, parce que nous sommes tous, ils veulent tous la paix. Hein. Vraiment, César Atoute-Badiate, lorsque nous les avons rencontrés la première fois, on a salué, et quelqu'un l'a dit ici, son ouverture pour la paix.
Oui, c'est réel chez lui, vraiment, il veut la paix. Il l'a montré très tôt et nous l'avons salué devant lui et ses collaborateurs. Donc nous ne faisons aucune discrimination. Ça doit être clair. Hein? Nous travaillons de façon impartiale entre les deux ailes du MFDC. Si nous le disons parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui disent que non, le Sénégal travaille seulement avec une telle faction, pas avec les autres. Non, tout cela est faux. Vraiment, je voudrais vous assurer que c'est le vrai. Voilà, ça, sur ce plan-là. Et c'est ça le mérite de l'État du Sénégal et du MFDC. Dès le départ, on a dit que seul le dialogue politique peut régler la crise. Nous avons dit carrément, l'amiral Sarr, qui dit la délégation, a dit carrément que l'option militaire, nous ne cherchons pas à écraser, nous ne pouvons pas écraser le MFDC. Vous voyez, le prix, vraiment la paix en Casamance, le développement de la Casamance, la protection de ses ressources humaines, n'est-ce pas, vraiment, c'est trop doux. Ce n'est pas l'option du Sénégal. Le gouvernement n'a jamais été aussi violent. On a refusé ça. On a dit que l'option militaire est définitivement exclue. Définitivement exclu. Eux aussi, ils ont dit que c'est définitivement exclu. Donc, seul le dialogue politique. C'est la raison pour laquelle, depuis, il n'y a plus de confrontation militaire sur le terrain. Hein. Ce qui se passe là, si certains considèrent ça comme une menace à la paix, bon, non, ce sont des incidents, malheureusement malheureux, n'est-ce pas? Mais ça n'a rien à voir avec les MFDC et l'armée. Il n'y a plus de confrontation militaire directe entre les deux. Et ça, c'est très important. HD, comme il a dit, HD, là, c'est un organe extrêmement important qui, comme ce centre Edigio, travaille à la résolution de conflits partout dans le monde, avec d'excellents diplomates aussi. HD travaille à l'installation d'une volonté de paix au niveau des populations. Et ça, c'est important, parce que l'action seulement de l'État ne suffit pas si les populations ne sont pas pénétrées par l'idée de paix. Quelqu'un a mis en doute cela. Nous disons que les populations de Casamance, n'est-ce pas, l'esprit de paix les a pénétrés. Les combattants aussi, l'esprit de paix les a pénétrés. Lorsqu'on les rencontre, ils nous disent combien vraiment lassitude totale de se retrouver dans des situations aussi difficiles. Donc, l'esprit de paix, lorsque l'idée de paix pénètre les masses, comme disait Mao, il faut être optimiste. Or, pour nous, c'est le résultat fondamental de la situation actuelle en Casamance. L'esprit de paix a gagné tout le monde. Projets au niveau national, ceux qui sont terminés, ceux qui sont en cours, je vais au niveau national. Donc, par région, ça vous permettra de voir, d'examiner, de comparer et voir l'effort que le gouvernement a fait depuis 2012. Je ne dis pas que les régimes précédents n'avaient rien fait. Non, chacun a géré le pays de la meilleure manière possible. Ensuite, vous avez une fiche sur celui-là, il concerne le département de Bignona. Vous verrez exactement ce qui a été fait en termes de projets routiers. Là aussi, ce qui s'est fait à Bignona, c'est fait également ailleurs, dans d'autres régions, probablement. Ensuite, vous avez une fiche sur la construction du second pont de Ziguinchor. N'est-ce pas? Le président en a parlé la dernière fois quand il est parti, quand il y était. Ensuite, vous avez juste un petit document, mais qui donne un peu la situation des réalisations au Sénégal sur l'accès à l'eau potable, l'électrification rurale, l'électrification solaire, l'énergie électrique, routes et autoroutes et ponts, la production en riz. Vous verrez, entre 1948 et 2012 et après 2012. C'est intéressant à voir. Et vous avez un autre document sur le programme des pistes rurales, parce qu'on peut tout goudronner sur le champ, il y a des pistes rurales qui probablement plus tard vont être goudronnées. Là aussi, je prends par exemple le cas de l'accès à mon village. Le gouvernement a fait un très beau travail d'élargissement, de consolidation, et depuis 3-4 ans, ça roule facilement. Et les populations ont été très satisfaites, sans compter en eau potable, la construction du château d'eau. Il y a maintenant
une fiche sur le pont Farafenni qui va être inauguré probablement en fin d'année avec l'effort que le gouvernement sénégalais a fourni à côté des Gambiens pour arriver à ces résultats. Ce pont, quand il sera inauguré, quand il sera ouvert, je crois qu'on ne pourra plus parler d'autre chose. On n'aura plus qu'à saluer les efforts fournis par les deux gouvernements. Il restera bien sûr, en ce qui me concerne, en ce que je pense, à ouvrir une autoroute qui contournera la Gambie. Parce que ça aussi, c'est fondamental. L'ensemble des acteurs semble être sur la même longueur d'onde, le dialogue au détriment de l'option militaire pour une paix définitive. Pour faire une rencontre pacifique et démocratique au niveau de toute la population casamançaise et de la diaspora, afin que nous puissions élire un secrétaire général qui n'en a jamais eu depuis la mort de l'abbé Yamoukou. Et voilà ce que nous vous tendons la main, que c'est vous qui devez être là, ou c'est un autre qui devait être là. Le MFDC ne sortira pas du maquis. Tant que vous n'attendez, vous ne pouvez pas nous permettre d'être responsables pour pouvoir vous affronter et dire comment nous voulons, s'il doit y avoir une paix, comment ces combattants-là qui ont vieilli là-dedans, et comment les jeunes doivent être dispersés au niveau de l'administration, où les vieux doivent être retraités. Voilà les solutions qui font le blocage des négociations en Casamance. Depuis plus de 20 ans, on travaille ensemble sur les questions de la Casamance. Mais j'ai rencontré... comment il s'appelle encore Kourouma. On a eu à rencontrer des assises dans des espaces. Vous posez un problème statutaire important juridique. Vous êtes un réfugié politique en France, reconnu comme tel. Vous ne relevez pas de la protection du Sénégal, vous relevez de la protection de la France. Parce que, dans le cadre de la Convention sociale, Convention internationale de Genève, vous êtes en conflit avec le Sénégal. Étant en conflit avec le Sénégal, donc la France a accepté de vous accorder un statut. Donc c'est la France qui est... Vous êtes sous la responsabilité sécuritaire, juridique et politique de la France. À charge de la France de participer à la recherche de la solution pour que vous, en tant que ressortissant de la région de la Casamance, vous soyez en capacité de discuter avec votre pays pour qu'on trouve des solutions. Le Sénégal peut maintenant, à son niveau, dans la conduite de la recherche de la paix en Casamance, accepter qu'il y ait des enfants de la Casamance qui ont été contraints dans le cadre du conflit de partir. Et les raisons pour lesquelles ces gens sont partis, qu'on arrive à trouver donc des canevas. Je sais que depuis 2003, il y a une loi d'amnistie qui a été votée. Cette loi d'amnistie est applicable à tout le monde. Même Kourouma a été amnistié, même s'il ne veut pas le reconnaître. Même Kourouma a été amnistié, même s'il ne veut pas le reconnaître. Parce qu'il cherche une amnistie personnelle. Ce qui ne peut pas être fait dans le cadre d'un État. Ce n'est pas possible. Et sa stratégie d'amnistie, elle concourt à la lutte interne qu'il y a à l'intérieur du MFDC. Et ce n'est pas à l'État du Sénégal de lui offrir ça. Ok? Maintenant, la retrouvaille entre les fils de la Casamance. Je crois que vous êtes suffisamment tous intelligents de savoir aujourd'hui que vos rapports avec l'État, vous divisant, vous affaiblissent. Dès l'instant où les rapports avec l'État qui vous divisez, vous affaiblissent, je crois qu'en vos sein, il y a quand même suffisamment de gens intelligents pour s'apercevoir de ça et aussi de travailler pour le retour à la paix au sein de votre mouvement pour que vous soyez en capacité de discuter avec l'interlocuteur qui est celui de l'État du Sénégal. Bien entendu, avec des facilitateurs. Voilà, moi je crois qu'il y a une part qui relève de chez nous, de l'État, mais il y a aussi une part qui relève de chez vous. Donc il faut que chacune des parties, dans son articulation avec l'autre, c'est vrai que les positions sont asymétriques, mais que chacune des parties accepte de faire le mouvement. Il ne faut jamais dire jamais. Parce que le monde évolue, la vie évolue. Les jeunes que vous et vous qui étiez au départ, et les jeunes aujourd'hui qui sont en Casamance, vous n'avez pas les mêmes représentations de la vie du monde. Et il faudra tenir compte de ça. C'est une dynamique d'ensemble. Il y a des choses qui se font, qui sont en train d'être faites. L'option militaire, le président l'avait dit, et peut-être que l'option militaire, discuter avec les militaires directement, c'est une option qui aujourd'hui est en dynamique. Peut-être que cette option n'est pas suffisante. Peut-être qu'il faut aussi envisager une discussion avec les politiques. L'option de dire qu'il faut que les MFDC se réunissent pour aller à la table de négociation, personnellement, ce n'est pas ma conviction, je l'ai dit à plusieurs reprises.
pour des raisons effectivement avérées, parce que je crois que dans le MFDC, les gens ne se connaissent pas. Mbalo disait que pour la première fois que Salif Sadio rencontrait Demokoun, c'était à Banjul en 99, vous vous rendez compte? Donc ça veut dire que c'est des gens qui ne se connaissent pas, des gens qui sont engagés dans un combat et forcément qui n'ont pas les mêmes intérêts. Ça, c'est un fait, une réalité. Il faut à un moment donné qu'on soit quand même lucide, qu'on le dit. Moi-même, en 2013, j'étais à Dakar, j'ai rencontré l'amiral Farba Sarr avec Mbaye Ndiaye. Mais ce que j'ai dit, c'est que Ibrahima Gassama disait tout à l'heure, pourtant Ibrahima, on ne s'est pas consulté. Je lui dis, je ne crois pas, il faut une négociation sectorielle. Allez-y avec César, allez-y avec Salim, allez-y avec tous ceux qui ont des revendications à faire, des problèmes à poser, discutez avec eux. Vous verrez bien quels sont les points communs, quels sont les points de convergence, quelles sont les divergences, et à partir de ce moment-là, on dégagera une synergie pour aller vers une plateforme beaucoup plus globale. Mais ça, si on ne le fait pas, ça veut dire qu'on va rester là à rêver en disant que oui, il faut que... Pour moi, c'est un piège même de penser qu'on peut aller avec un MFDC unifié. C'est un piège. Et malheureusement, si on va sur cette optique-là, on ne s'en sortira pas. Et je crois que quelque part, le président Macky Sall, il a compris qu'effectivement, ces pièges-là, il ne va pas tomber dedans parce que lui, il a été élu pour un résultat. Et il faut impérativement qu'il montre quelque chose au Sénégalais. La difficulté d'aller avec l'île politique est avérée, mais parallèlement, il développe des actions qui aujourd'hui sont reconnues par tout le monde. Les autres régions disent, bon, parce que tout simplement la Casamance a pris les âmes, c'est pour ça que, Cheikh le disait tout à l'heure, c'est pour cela que tous les investissements vont en Casamance. Bon, nous sommes au Sénégal. La Casamance, elle n'est pas une spécificité. Le Sénégal, déjà, il y a la situation économique, elle est difficile. Elle est difficile. Donc aujourd'hui, si on va lucidement, analysant lucidement, on se dit, oui, en Casamance, quand même, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Maintenant, encore une fois, la responsabilité des Casamancés, elle est engagée au premier plan. C'est aux Casamancés aussi de se mouiller dans le fond pour qu'effectivement cette volonté-là puisse se traduire concrètement sur le terrain et aussi participer. Parce que l'État ne se substituera pas à la place des Casamancés. Il faut que les Casamancés eux-mêmes aussi participent d'une certaine manière avec la politique de l'État. Voilà ce que j'ai envie de dire. Parallèle, il y a aussi dans ce résumé, je vous laisserai effectivement intervenir, il y a le doyen Ley, qui est de la communauté religieuse mouride avec la communauté, comment dirais-je, des musulmans de France, qui quand même pour moi sa présence aussi importante, parce qu'il a laissé tout pour dire, donc, je vais venir écouter. Donc c'est aussi important que la dynamique que nous sommes en train de mettre en place, c'est une dynamique collective. Pour nous, c'est une dynamique, c'est l'ensemble de toutes les forces vives qui nous fera avancer vers cette voie de la paix. C'est l'ensemble de toutes les forces vives. Moi, je parle tantôt du dialogue national. Ce dialogue national-là n'est pas possible si réellement, déjà, on n'a pas de base. Il faut quand même créer les bases. Pour qu'une fois que ces bases-là sont lancées, on dialoguera effectivement à l'échelle nationale pour se réconcilier d'une certaine manière avancée. Donc, c'est ça que j'ai à dire. Et toujours, je garde l'espoir, pour ce qui me concerne, que je n'ai pas eu le temps de diffuser le message de Mamadou Kouman Sané, mais c'est clair, c'est que pour lui, il y a un mandat d'arrêt international qui pèse sur sa tête. Alors, pour lui, l'État a choisi la voie militaire, le dialogue avec les militaires plutôt qu'avec les politiques. Donc, bon, en vous écoutant aussi, je pense qu'il y a une ouverture par rapport effectivement à ce dialogue avec l'aile politique. Parce que l'aile politique, on ne peut pas l'occulter, on ne peut pas la négliger. Il faut qu'elle soit associée. Un rendez-vous qui a également permis au public de dégager à son tour des pistes de réflexion. Et si on doit faire un bilan, vu la situation de la Casamance, que lui-même Macky Sall a dit qu'il fait la situation une priorité, aujourd'hui, si on doit conclure, quelle est la note qu'on va donner à la... Et deuxièmement, ce qui m'inquiète encore en plus, c'est que on parle des négociations, on parle des inter-MFDC. Si Abdoulaye Wade n'a pas dit, c'est qu'au dernier moment, il a été vraiment trompé. Sinon, voilà quelqu'un qui était près de la réussite. Franchement. Et comment il a pu réussir à beaucoup de choses? Si on pense que le MFDC un jour se réveillera pour dire, demain, c'est une rencontre interne. C'est qui va financer cette rencontre? Or, avant toutes les rencontres qui ont eu lieu, c'est que Abdoulaye Wade a mis la main dans la poche. Si aujourd'hui vous dites que Macky
en quelque sorte, il ne met rien sur la table. Mais les MFDC ne pourra jamais se rencontrer. Ça, je vous le dis. Moi, je pense qu'il faut faciliter les choses. Si vraiment le gouvernement est prêt pour une négociation sincère, faciliter les MFDC pour qu'ils puissent quand même se rencontrer. C'est la meilleure des choses. Merci. Assalamu alaikum. Moi aussi, je m'adresse aussi, je m'appelle Elhaj Ndiaye Mbaye. Je m'adresse aussi aux gens du gouvernement, aux ambassadeurs, surtout parce que ce qui se passe en Casamance aujourd'hui, comme tout le monde est concerné, moi la seule solution que je vois en Casamance, que je voudrais qu'on discute, ce sont les projets des gens qu'on a nous et qu'on veut amener en Casamance et qui sont valables pour la Casamance. Sûr et certain d'une chose, que les projets que nous portons, on peut l'amener là-bas. Le président de la République aurait connaissance de ces projets qui sont déjà, c'est des gens de la Casamance qui l'ont pensé, qui l'ont mis en place, des gens comme Ibrahim Sidibé qui sont des gens excellents, hein, des gens qui ont un savoir excellent pour la Casamance, et tout ce qu'ils ont imaginé, malheureusement, on n'a pas pu le mettre en place. Or que c'est les Casamancés eux-mêmes qui ont décidé, qui ont trouvé comment développer leur région. Il fallait leur donner la possibilité. Et si vous avez la demande ou l'envie de l'entendre ou de voir ces projets-là, moi je suis prêt à vous le transmettre. Parce que c'est des projets fondés par des Casacés, étudiés par des gens de la Casamance, et que vous devez bénéficier pour faire marcher la Casamance. Merci beaucoup. Je vous remercie. Alors, il y a un travail qui doit être mené, mais pour moi, il y a une question fondamentale sur laquelle tout le monde doit s'accorder, c'est le fait que l'intégrité territoriale du Sénégal ne fait pas l'objet d'un débat. La question de l'indépendance, pour moi, elle n'est pas posée. Elle a été tranchée d'un point de vue historique entre deux partis qui ont demandé. Je vous remercie. Alors, on est dans des échanges. On est dans des échanges. Dans le cadre de cette rencontre, j'ai eu à mettre la main sur un document qui a été produit par le MFDC. En 1995. C'est Kourouma Sané lui-même qui me l'a donné. Dans ce document-là, de plus de 153 pages, il y a tous les arguments du MFDC qui démontrent, entre guillemets, l'argument de Jacques Charpy. Au départ, quand j'ai rencontré M. Sané, il pensait que j'étais un agent secret des services du Sénégal. Donc, il ne voulait pas collaborer avec moi. Je lui ai expliqué tout simplement ma démarche. Que moi, j'étais dans une démarche de chercheur, que ce qui m'intéressait, c'est après avoir recueilli, entre guillemets, le point de vue de l'État du Sénégal, un point de vue officiel avec des arguments, je voulais, pour être le plus objectif possible, avoir également les arguments du MFDC. Dans mon mémoire, figurent les arguments du MFDC dont vous faites état, même si, en conclusion, effectivement, je pars pour dire le fait historique, ce qui a été dit. Ce qui a été dit par la France, lorsqu'elle a été saisie par les deux partis, par le MFDC, vous êtes d'accord, en 1993, et par les alliés. C'est de dire, on a désigné un expert indépendant, M. Charpy. M. Charpy, on lui a donné la mission de dire le fait historique et administratif en Casamance. Dites-nous, est-ce que la Casamance, est-ce que la Casamance était une entité qui fonctionnait de manière autonome? Si les conclusions de Jacques Charpy allaient dans le sens du MFDC, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que normalement, le MFDC pourrait dire aujourd'hui, évidemment, on est indépendant, vous avez vu d'abord. Mais on a eu un rapport, entre guillemets, indépendant qui a été fait sur la base. Tous les éléments auxquels j'ai eu accès, moi, les éléments d'archives, évidemment, partent sur la même conclusion, à savoir que la Casamance a toujours été administrée, même s'il y a des particularités. Évidemment, il y a des particularismes. Le Saint-Louis n'est pas Dakar, je ne sais pas, une autre région, Kaffrine, etc. Donc, il y a une manière, effectivement, d'appréhender les choses. Mais ce qui est sûr, c'est que la Casamance, de manière claire, nette, au point de vue juridique, comme je vous l'ai dit, la convention franco-portugaise de 1986, elle est imparable, elle est là, je peux vous la donner si vous voulez. Enfin,
Voilà. Et oui, non mais on est d'accord. Là, je parle de faits. Je ne donne pas mon analyse personnelle. Ce qui m'intéresse, moi, c'est même, c'est pas de dire est-ce que je suis pour l'État du Sénégal. Non, non. Si j'étais pour l'État du Sénégal dans le cadre de ma démarche, je n'aurais pas rencontré pendant une semaine Kourouma Sané. Et d'ailleurs, lorsque j'ai rencontré Kourouma Sané, à l'époque, c'était quelque chose qui était dangereux parce que beaucoup de personnes me disaient attention, l'État du Sénégal ne veut pas qu'on rencontre entre guillemets des séparatistes. Donc, mais j'ai pris sur moi, je me suis dit, un chercheur, il doit faire un travail de recherche objectif. Il faut rencontrer les deux parties, exposer les éléments qu'on a, et à l'issue des éléments qu'on a pu avoir, les éléments... D'ailleurs, je vais vous donner un autre document, et là, je finis là-dessus. Là, vous avez le mémorandum des cadres casacés de 1984. 84. Et à la fin de ce document, qui est rédigé par des cadres casamassés, à la fin de ce document, vous avez les cadres casamassés qui vous disent nous ne voulons pas, ça n'a jamais été dans notre optique ni dans notre intention, on ne veut pas de l'indépendance de la Casamance. On ne le demande pas. Il le dit. Voilà. De nos invités. Nous vous remercions parce que nous voyons, d'après tout ce que vous venez de nous expliquer, vous avez pris des mesures d'accompagnement et nous souhaiterions que ces mesures d'accompagnement aient un suivi à long terme pour un processus de la paix définitive en Casamance. C'est notre souhait. Donc, j'aimerais aussi que, peut-être qu'ici, la diaspora aussi, ils ont des choses qu'on pourrait faire sur le terrain pour contribuer à ce que vous avez déjà entamé. Donc, j'aimerais que vous, par exemple, vous demandiez à la diaspora aussi de donner, peut-être qu'ils ont beaucoup de projets dans le sens d'accompagner votre vision pour la paix définitive en Casamance. Je vous remercie. Voilà. Les projets. Voilà. Ils ont. Ouais. Parce que d'après, oui, permettez-moi. Tout à l'heure, excusez-moi. Tout à l'heure, le monsieur a dit que vous avez dit que vous n'allez pas mettre des financements. Mais moi, je sous-entends qu'il y a peut-être des financements, mais que parce que tout à l'heure vous avez dit que vous faites des choses qui ne sont pas, voilà. Donc on sous-entend qu'il y a des aides de temps en temps, mais que vous ne dites pas. Bon. Peut-être parce qu'il y a des choses que vous faites en discrétion. Donc on ne peut pas tout dire, c'est vrai, parce que des fois il y a des personnes mal intentionnées qui peuvent, voilà. Voilà, donc on sous-entend qu'il y a peut-être des aides, mais qui ne sont pas connues. Bon. Pour rappel, en 2011, l'association SOS Casamance avait lancé une pétition internationale dans le cadre de la présidentielle de 2012 intitulée « Je vote pour la paix en Casamance ». Objectif, inviter les candidats à la présidentielle à décliner clairement leur plan de résolution de la crise de la Casamance. Cet appel, nommé Pacte citoyen pour la Casamance, s'articulait autour de 6 recommandations. Cette rencontre d'évaluation est donc pour le président de SOS Casamance une étape importante. C'est une rencontre extrêmement importante, longue mais riche, passionnante. Mais encore une fois, la raison l'a remporté sur la passion. On a été très réaliste parce que tout simplement, l'objectif pour nous, c'est de faire une sorte d'évaluation de l'action du président, de l'action publique sur le processus de paix en Casamance. Donc, ce qui fait que nous avons exposé et également nous avons écouté. Donc, entre ce que nous avons exposé comme constat, comme préoccupation et ce que nous avons entendu aussi comme élément de réponse par rapport à la délégation qui nous a été envoyée par le président de la République, qu'il faut en tout cas remercier au passage pour l'écoute qu'il a eue en tout cas par rapport à cette initiative. Donc je crois qu'on est arrivé effectivement à la conclusion qu'aujourd'hui il y a des efforts considérables qui ont été faits. Maintenant, ça ne suffit pas, il y a des choses qui restent à faire, à améliorer. Et cela, je crois que c'est le travail de chacun, de chaque acteur. Et tous, unanimement, on se dit il faut quand même que chacun développe
des initiatives pour qu'on puisse aller dans un sens beaucoup plus collectif, parce que c'est ça, qu'il y ait un dialogue inclusif qui associe tout le monde, qui prend en compte les préoccupations de l'ensemble des segments impliqués, des acteurs impliqués dans ce processus de paix. Voilà de façon très résumée ce que je peux dire. Encore une fois, remercier tout le monde, hein, tous ceux qui sont venus participer à cette rencontre-là, les amis, la diaspora sénégalaise de façon générale qui s'est mobilisée. Et aussi, voilà, encore une fois, il faut remercier le président, encore une fois, pour cette attention, en tout cas, qu'il a accordée à cette initiative-là. Et remercier l'ambassadeur César Coly et Pape Abdoulaye Cissé également, qui sont venus de Dakar, et qui ont été très, en tout cas, à l'écoute, et qui ont aussi donné des éléments de réponse par rapport à des interrogations que nous avons. J'ai beaucoup d'espoir. Je pense qu'on ouvre ici une dynamique. On va continuer. Il y aura un plaidoyer qui va être adressé effectivement à l'État. On fera la synthèse de ce qui a été discuté ici et puis on portera ça à la connaissance de l'État. Sans doute, les hommes de l'amiral Farba Sarr, qui coordonnent la gestion du dossier de la Casamance, poursuivront dans l'ombre et avec l'ensemble des acteurs concernés le travail pour un retour définitif de la paix en Casamance.